Je vais vous parler aujourd'hui d'un enjeu extraordinaire sur l'e-santé. Déjà, je voudrais vous dire une chose, c'est un terme, ce néologisme e-santé, on ne le rencontre pas partout. Il n'y a pas de définition de l'e-santé. Je suis, par exemple, le premier cabinet en Europe marqué comme e-santé. Il n'y en a pas d'autres. Ça n'intéresse pas. On a la santé, mais on n'a pas l'e-santé. Alors ça, c'est déjà le premier point. Juste pour me présenter, donc je suis le cabinet As Avocats. C'est un cabinet qui est composé de 35 avocats, spécialisés que dans le domaine du droit digital. Nous avons beaucoup de labels en matière CNIL pour le Règlement général à la protection des données. Nous avons été primés par le journal Le Point comme un des meilleurs cabinets en droit des nouvelles technologies. Et donc, on travaille beaucoup sur toutes ces questions, notamment d'e-santé, de télémédecine, parce que c'est ce que je vais voir avec vous. Dans le domaine de la santé, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « La sécurité des données informatiques, sécuriser les données personnelles ». Et là, nous travaillons aussi avec un grand nombre d'hôpitaux. Juste pour vous dire que le premier établissement qui a été sanctionné du fait du non-respect du RGPD, c'était un hôpital au Portugal, et il a été condamné à 400 000 € d'amende parce que les infirmières ne respectaient pas les habilitations qu'il y avait entre les médecins et les infirmières. Donc vous voyez, le domaine de la santé est quand même très important. Voilà, je vais avec vous, si vous voulez, dans les 45 minutes qui me sont données, faire deux temps. Le premier, c'est le regard juridique sur la télémédecine, parce que quand on parle d'e-santé, c'est ça dont il faut parler, avec l'encadrement de la télémédecine, c'est un véritable enjeu, et puis les conséquences qu'il y a de la télémédecine au regard du Règlement général à la protection des données. Et puis, on se mettra en prospective, et puis on regardera l'aspect juridique de l'e-santé de demain, avec ces notions de l'homme réparé à l'homme augmenté, et puis ensuite, dans un deuxième temps, de l'homme augmenté à l'homme amélioré. Et donc, on pourra un petit peu, juste une chose, je fais partie d'un groupe qui s'appelle les Juris Notes, et dans ce groupe, dont nous faisons des procès fictifs, mais nous intervenons également comme scénaristes dans l'équipe de Black Mirror, pour ceux qui y connaissent, enfin, si vous voyez. Et donc, on est un peu des délirants aussi. Voilà. Pour vous parler un peu de l'encadrement de la télémédecine, je dois vous rappeler, en fait, et vous allez voir, parce que c'est un formidable enjeu, effectivement, j'étais effondré à la conférence qu'il y avait là tout à l'heure sur le monde digital et la planète, où en fait, bon voilà, l'effondrisme est quand même aujourd'hui, il y a une tendance un petit peu où tout va mal, quoi. Alors moi, je vais vous dire une chose, le numérique permet, dans le monde de la santé, normalement à ce que ça aille mieux. Hein, et il fallait quand même adapter les solutions, le numérique à la télémédecine. Alors la télémédecine, c'est une forme de pratique médicale à distance qui va utiliser les technologies, les nouvelles technologies. Alors ça, c'est important, et ça a été mis en place dans un article du Code de la santé publique, qui est l'article L 6616-1 du Code de la santé publique. Et on nous dit, la télémédecine doit permettre deux choses: la mise en relation d'un patient avec le personnel médical, premier point, et la deuxième chose, l'établissement de diagnostic. Donc il fallait en fait que ça soit mis en place, hein, pour que en fait, la télémédecine et le numérique dans le domaine de la santé soient possibles. Alors, on le voit qu'à partir de cela, il y a des avantages qui sont mis en place, un accès rapide à la médecine, à des médecins spécialisés. On verra aussi un petit peu les écarts qu'il y a, parce que le législateur, quand il fait quelque chose, il ne va jamais au bout des choses. Il y a aussi la possibilité d'un confort de vie. Il y a une notion de proximité. Et c'est pour ça que là-dessus, on verra, il faut que le médecin traitant soit proche du lieu de vie du patient. Ce qui fait que la télémédecine, quelque part, et notamment la téléconsultation, quelque part, ne peut pas répondre à son objectif, parce que là où elle pourrait être véritablement efficace, c'est-à-dire dans les déserts médicaux, eh bien, il se trouve qu'il n'y a pas de médecin. Et donc, on ne peut pas faire de téléconsultation. Et si vous avez écouté ce matin les radios, l'assurance maladie faisait un constat en disant on attendait plus de 600 000 téléconsultations, on est à ce jour qu'à 60 000.
Et donc, effectivement, pourquoi? Parce qu'il y a quand même cet handicap. Là où on devrait pouvoir faire de la téléconsultation, eh bien, on ne peut pas en faire parce qu'il n'y a pas de médecin. Et donc, là, le législateur n'est pas allé au bout, où il a mis un frein, mais comme toujours, le mauvais frein. Et donc, il faudrait revoir, justement, permettre cela. Donc ça, c'est un premier point. Prise en charge de qualité, là aussi, c'est un avantage. Et puis, donc, cette possibilité d'avoir aussi un nouvel intervenant dans les relations de santé. Et c'est pour ça que tous ceux qui sont consultants ici, eh bien, vous êtes aussi des nouveaux acteurs, parce que dans le domaine de la santé, entre le patient et le médecin, il y a maintenant le prestataire technique. Et là aussi, il y a de véritables enjeux. Mais qui dit aussi prestataire technique, dit personne qui doit apporter un certain nombre de garanties. On est sur des données sensibles. On en parlera après. Et puis, donc, il y a en fait une réglementation qui a mis en place tout cela, avec notamment une loi qui permet en fait de faire la télémédecine à distance. Alors, juste une chose, j'ai le privilège d'être le conseil d'une société qui s'appelle ICAD et qui a mis sur le lieu de travail des télécabines. Et donc là aussi, sur le lieu de travail, on a des télécabines. Alors les gens vont... Alors il ne faut pas avoir de fièvre, mais si vous rentrez dans la télécabine, vous rentrez dedans, vous avez un consultant, il y a un médecin à Nantes, un autre à Lille, etc. Et là, vous avez un soin, et puis à la fin, vous avez une ordonnance qui est délivrée. Donc c'est aussi un point très intéressant. On a fait ces téléconsultations et diagnostics médicaux qui sont possibles. Ça marche très très bien. On est passé en 2 ans de 6 consultations par jour à 15 consultations. Donc, bon, c'est des tours, hein, mais il faut voir aussi qu'il y a ces possibilités. Et donc, normalement, la téléconsultation devrait être un véritable enjeu. Alors, quand on parle de la télémédecine, en fait, on a 5 actes qui sont possibles. Alors, c'est facile. J'ai essayé de trouver quelqu'un de mnémotechnique pour me dire quels sont ces actes de télémédecine qui sont faits. Et en fait, on peut l'avoir avec l'acronyme César. Alors, pourquoi ? Parce que la télémédecine, on peut faire de la téléconsultation, on peut faire ensuite de la téléexpertise, on peut faire également de la télésurveillance, de la téléassistance et également de la régulation médicale. Donc vous voyez un petit peu, il y a des véritables enjeux. Et donc derrière tout ça, pour tous ceux qui sont consultants, il y a toute une série de marchés. Et comme on retrouve avec les plateformes, il y a du B2C et du B2B. Là, on a le patient en espèces. Alors, voyons tout d'abord la téléconsultation. Alors ça, c'était le véritable enjeu. C'est ce qui devrait en fait marcher le plus. C'est de donner une consultation. Donc, c'est la possibilité que nous donne le droit de donner des consultations à distance via une télétransmission. Mais pour pouvoir le faire, il faut être médecin. Là aussi, et ça doit être le médecin traitant. Et donc là-dessus, il y a des conditions qui sont fixées. On peut faire des téléconsultations, mais il faut que le patient ait plus de 16 ans, qu'il soit connu de son médecin. Et bien entendu, certaines spécialités médicales ne peuvent pas en fait faire l'objet de téléconsultation parce qu'il faut être en proximité ou il faut en fait avoir un contact direct avec le patient. Je pense à la gynécologie, la stomatologie, etc. Et puis, vous avez qu'il y a aussi les cas d'urgence. Évidemment, la téléconsultation ne peut pas être faite pour les cas d'urgence et elle n'est pas à des patients qui n'ont pas de médecin désigné. Alors, vous voyez, ça c'est très bien, mais je vous ai dit, il y a un problème qui fait que beaucoup de médecins aujourd'hui s'élèvent contre ça en disant vous nous donnez un super outil, mais en fait il ne répond pas en fait, à un véritable besoin. C'est que lorsqu'on est dans des déserts médicaux, il n'y a pas de réponse. Et donc je pense que là aussi, il faudrait que les patients demandent à leurs députés de faire un amendement, de faire en fait une possibilité qui permette de pouvoir répondre à ce besoin. Donc ça, c'est la téléconsultation. Deuxième point, relativement important aussi, c'est la téléexpertise. Alors ce cas de téléexpertise, ça permet à un professionnel de faire appel à un autre professionnel pour l'aider dans les actes médicaux. Et ça, c'est le formidable, si vous voulez, phénomène du big data, c'est que grâce à ça, on va pouvoir aussi développer de l'intelligence artificielle dans le domaine médical avec des outils qui sont extrêmement performants. Donc là, la téléexpertise est importante, mais elle ne concerne que les échanges entre deux médecins pour disposer d'avis spécialisés. Et là aussi, ça devrait être un point important. Je pense dans deux domaines sur lesquels je travaille particulièrement, la dermatologie
Et dans le domaine également de la gastro, les gastéropodes. Donc c'est des grands domaines sur lesquels en fait il y a de vrais enjeux. Je travaille également pour des sociétés qui font aujourd'hui pour les prothèses dentaires. Vous n'avez plus besoin d'aller chez le dentiste. En fait, avec votre smartphone, vous présentez vos dents et on peut travailler autour de ça et ça marche. Alors c'est un marché, c'est colossal, colossal. J'ai 2 sociétés clientes qui sont là-dessus. C'est incroyable. Donc il y a de vrais marchés derrière tout ça. La télésurveillance maintenant. Alors donc là aussi, c'est un point très intéressant qui permet d'interpréter à distance des informations recueillies sur le lieu de vie du patient, qui concernent en fait des gens qui sont sur des affectations de longue durée. Dans les déserts médicaux, ça permettait cette télésurveillance de mettre en place, et vous avez des expériences qui ont été faites dans la région du Roussillon avec des piluliers pour les personnes âgées connectées qui permet de dire lorsque la personne ne l'a pas ouvert et n'a pas pris ses médicaments. Là aussi, ça marche vraiment véritablement. Des vies ont été sauvées là-dessus grâce à ça. Et donc ça, c'est un des moyens qui vous permet, grâce à la télésurveillance, pour tous ceux qui veulent développer des applications avec les objets connectés, eh bien, d'avoir de véritables opportunités. Il faudra simplement mettre derrière la solution, comme il y a un service qui est mis en place. Alors là aussi, télésurveillance, c'est aussi des services, des études d'impact au regard du règlement général de la protection des données. Également, vous avez la téléassistance. Donc là aussi, elle a pour objectif de permettre à un professionnel d'assister à distance un autre professionnel de santé au cours des réalisations de l'acte. Et on le voit vraiment dans le domaine de la chirurgie. Donc là aussi, c'est important. Il y a toute une série de développements dans les hôpitaux aujourd'hui qui permettent, avec des salles ou qui doivent avoir une connexion fiable, effectivement, et qui peut se faire de manière internationale. Hein. Là aussi, il y a un véritable enjeu. Et enfin, vous avez dans la télémédecine tout ce qu'on va appeler la régulation médicale, qui est la réponse médicale apportée dans le cadre d'une activité des centres 15. Voilà un petit peu ce que permet aujourd'hui, quand on parle d'e-santé, donc je rappelle, hein, c'est l'acronyme, vous vous rappelez, c'est le César, c'est César, donc c'est la téléconsultation, la télé-expertise, assistance, régulation et qui sont en place. Donc ça c'est un point important. Il faut aussi dire que c'est une véritable opportunité d'accès aux soins. Ce n'est pas contre le médecin, c'est avec le médecin. Et quand même le domaine de la santé est quand même très efficace. Je suis le conseil de Doctolib là-dessus. Je peux vous dire que ce qu'a fait Doctolib en matière de réservation pour prendre un rendez-vous avec un médecin, c'est quelque chose qui est remarquable et qui a facilité la prise de rendez-vous, notamment quand on est dans des zones où il n'y a pas tant de spécialistes que ça. Et donc, ça permet de pouvoir en trouver un. Donc, c'est un vrai enjeu. Le rendez-vous médical est quelque chose aujourd'hui qui est efficace. Et ça a permis même à cette société d'aller maintenant en Allemagne et de proposer ses services et même d'avoir une vision mondiale. Et puis, tous ceux qui veulent se lancer là-dessus, sur le rendez-vous pour les professionnels et en l'optimisant, il y a un véritable enjeu derrière cela qui est important. Donc là aussi, on a vu que dans le domaine de santé, la prise de rendez-vous, c'est un véritable marché. Mais ça nous permet aussi de réfléchir dans le domaine, d'une manière générale, c'est que tout ce qui relève d'annuaire et de prise de rendez-vous, ça marche dans le monde numérique. C'est un point important. Alors, voyons maintenant quel est le nouveau cadre pour les données. Parce que on a un problème. Alors, c'est intéressant de parler de télémédecine. On se rend compte que finalement, il va y avoir en fait des contacts entre un médecin et un patient. Mais il faut quand même rappeler que le patient, eh bien, ce sont des données personnelles, que ces données personnelles, le médecin est soumis à d'abord un premier enjeu qui est le secret médical. Donc il faut qu'il puisse garantir au patient ce secret. Et deuxièmement, on ne peut pas collecter toutes sortes... On a un petit problème numérique. Hein. Et donc il faut pouvoir assurer au patient donc ce respect du secret, mais aussi qu'on protège efficacement ces données. Vous allez voir, parce que je suis également conseil de compagnie d'assurance, et en matière de cybercriminalité, je vous montrerai après tout à l'heure les informations, les attaques sur ces centres sont quand même relativement importants. Alors,
Ça y est ? Ouais, ça va arriver. Allez voir. C'est extraordinaire. Le côté magique, j'adore. Alors, en matière de télémédecine, je voudrais vous rappeler un petit peu les enjeux qu'il y a au regard du règlement général de la protection des données. Alors, comme tout à l'heure l'a dit Jean-Louis, c'est vrai qu'on pourrait se poser une question. Comment se fait-il qu'en France, dans notre pays, où ça fait depuis des années et des années, nous avons en fait des réservoirs d'informations, en fait, on ne puisse pas les utiliser? Regardez, je suis à Metz. Je voudrais avoir accès aux informations qui me disent l'état des urgences dans les cliniques ou les hôpitaux. Je ne peux pas avoir cette information alors qu'elle devrait, grâce à l'open data, être disponible. Eh bien, je ne peux pas l'avoir. Mais pourtant, ça m'aiderait tellement. Imaginez, je vais voir, on va me dire, attendez, là, on est en surcharge, allez plutôt dans ça. On ne peut pas avoir ces données. Donc, aujourd'hui, pour avoir ce type de données, il faut aller avec des sociétés hollandaises qui ont récupéré ces données mais et le payer, alors qu'en fait, avec l'open data, on devrait y avoir accès. Donc là, il y a un vrai travail à faire, et c'est vrai que, alors on a plein de contraintes en disant on ne peut pas, parce que c'est des données sensibles, etc., il n'y a pas les sécurités, mais généralement, la plupart des hôpitaux, ils hébergent leurs données auprès de centres agréés, et donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Là aussi, pour ceux qui sont en train de vouloir trouver des nouveaux business dans le domaine de la santé, il y a quelque chose à faire, notamment avec une clé, en disant ces données, elles sont anonymes, et je donne des effets statistiques en temps réel. Et donc, il y aurait quelque chose à... Je pense à Xavier, il y a peut-être un marché là, à trouver là-dessus. Alors, voyons un petit peu les points face à ça. Il faut d'abord respecter le cycle des données de santé. Bien entendu, voir que les prestataires apportent un certain nombre de garanties, mais il y a le régime du co-responsable de données de traitement qui est intéressant derrière ça. Et puis, il y a aussi la possibilité de mettre en place des outils connectés, mais vous savez très bien que derrière chaque outil connecté, il y a des possibilités de piratage, et donc il y a une sécurité qu'il faut mettre en place derrière ces objets. Je rappelle également que les données de santé ne sont pas des données, j'allais dire, neutres, comme tous les autres. Ce sont des données qui font partie des 9 types de données classées comme étant sensibles. On a les données de santé qui sont des données sensibles, alors qui vont avec ce qui est racial et les origines raciales et éthiques, les orientations sexuelles, les points philosophiques ou religieux, les opinions politiques, syndicales, les données biométriques, les données génétiques, les condamnations pénales, et on a les données de santé. Donc n'importe qui ne peut pas collecter des données de santé. On pourrait se poser la question pourquoi sur vos appareils vous avez ce système de pouvoir savoir avec le nombre de pas, on collecte des données de santé, parce que là on est dans un système de dérogation puisque vous êtes avec une utilisation qui est domestique et vous êtes vous-même votre propre responsable de données et vous avez vous-même consenti à les mettre dedans, mais à la limite il faudrait réfléchir, est-ce que c'est tellement bien que vos données de santé soient dans un cloud qui est hébergé peut-être aux États-Unis. Donc, voilà un peu les points. Donc, qui dit données de santé dit et impose à toute personne qui veut utiliser et collecter ces données d'avoir un centre de données agréé et faire et mettre en place une étude d'impact. Et ensuite, il y a toute une série de points. Tous les établissements de santé, par rapport à ces données, doivent avoir des DPO, doivent tenir des registres et savoir également qu'en matière de sécurité informatique, ils doivent avoir un haut niveau de sécurité parce qu'il y a un grand nombre d'attaques. C'est très facile, et de chantage. On le verra tout à l'heure derrière ça. Derrière cela, au niveau des applications pratiques, on se rend compte que dans l'interprétation du règlement général de la protection des données, le patient, c'est la personne concernée, donc elle a des droits et on doit les lui garantir. Le professionnel de santé ou l'établissement de santé, lui, devient un responsable de traitement, et donc il doit mettre en place tous les traitements qui sont présents. Le prestataire qui fournit l'outil informatique, le logiciel, eh bien, il est considéré comme étant un sous-traitant. Vous voyez, je vous donne tous les points. Et l'assurance maladie, qui est l'organisation de protection sociale, lui est considéré comme étant un destinataire. Donc, elle n'assume aucune responsabilité. Elle est simplement le destinataire dans toutes ces opérations, puisqu'il faut savoir que quand il y a une opération avec le patient et le médecin, il y a aussi l'organisme, l'assurance maladie qui intervient et qui a toutes ces données. Et elle a même été, la CNIL lui a tapé sur les doigts au niveau de certains types de sécurité dans les transmissions. Voilà pour ces points. Madame, tout à l'heure, nous disait à juste titre que c'est quand même fondamental. Elle a des garanties, il faut le savoir. Ces garanties, c'est que la personne qui est dans un établissement de santé et qui collecte des données doit tenir un registre des activités de traitement.
Elle est tenue, en cas d'attaque, de faire des déclarations pour les notifications de failles de sécurité. Elle doit mettre en place, si vous voulez, et pouvoir justifier un certain nombre d'études d'impact, désigner en fait un délégué à la protection des données et renforcer contractuellement la relation avec les usagers. C'est pour ça que quand vous allez dans des hôpitaux, dans des cliniques ou chez vos médecins, vous avez des panneaux en disant vous êtes ici, on est en conformité, enfin, y compris pour les prises de sang. Enfin, le milieu de la santé est extrêmement sensibilisé, si vous voulez, à la collecte des données. Voilà, donc ça, c'est quand même un point important. Ce qu'on devrait peut-être aujourd'hui, sur lequel on devrait être plus vigilant, c'est la sécurité de ces données. Hein, et ça, malheureusement, vous allez voir. Alors, derrière ça, vous, en tant que patient, vous avez un certain nombre de droits. Donc, on ne parle pas de propriété des données, mais on a ce qu'on appelle l'autodétermination informationnelle. Et en tant que tel, vous avez des droits, un droit à être informé, un droit d'accès. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on peut l'utiliser si jamais on veut avoir des informations sur son état de santé. Si on vous la cache, vous pouvez devoir demander accès à ce dossier. Un droit d'opposition, de rectification. On a également, avec la loi sur la République numérique en France, la mort numérique existe, c'est-à-dire qu'on peut décider que ce qui va se passer en faisant, dans le cas d'un testament, ce qu'on doit faire de ces données, ou de les supprimer, ou quelqu'un qui pourra les utiliser. Enfin, il y a tout un prolongement là-dessus important. Un droit à l'oubli, un droit à la portabilité. Alors ça, c'est très intéressant parce que si on va d'un établissement à l'autre, en fait, là aussi, on peut demander à ce qu'on les transfère et ça se joue ici. Un droit de non-profilage. Là aussi, il faudrait que vous ne savez pas si jamais vous permettez de faire des tests et des essais. Donc là-dessus, vous pourriez interdire ou pas qu'on les utilise après dans le cadre d'opérations d'intelligence artificielle. Et enfin, un droit à la limitation. Vous pouvez à tout moment demander à ce que les informations qui sont communiquées soient limitées. C'est important là-dessus. Si on ne respecte pas toutes ces règles, eh bien vous voyez, ça peut aller à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires, manquement aux règles de privacy by design, de ne pas avoir fait d'études d'impact, et puis manquement au respect des droits des personnes concernées. Et je dois vous indiquer que les sanctions la première sanction, donc, c'était sur un hôpital au Portugal. Et il y a une deuxième sanction en Suède. Là aussi, c'était un hôpital qui n'avait pas mis en place une bonne politique de sécurité de ces données. Donc, les hôpitaux sont vraiment sous l'œil du cyclone des autorités de régulation. L'hôpital de Saint-Malo a fait l'objet de sanctions. Enfin, le secteur de la santé fait l'objet systématiquement de contrôles. J'ai oublié de vous dire que là, on parlait sur les contrôles de manière normale, mais il y a également maintenant des missions qui sont lancées sur comment on protège les données des mineurs. Tous ceux qui collectent des données de mineurs doivent faire très attention parce que dans le plan d'action de la CNIL, le traitement et l'organisation de la protection des données collectées sur les mineurs fait l'objet de contrôles systématiques. Et puis, on parle des données de santé, mais avec la préparation avec les Jeux Olympiques, là aussi, l'État, sur les dopages, enfin, sur l'État, le sang, etc., il y a de véritables contrôles qui sont mis en place. Alors, quand je parle de sécurité, mais je voudrais quand même vous montrer un peu des cas qui sont importants, parce que dans le domaine de la santé, ça fait l'objet de véritables attaques. En France, les sites de santé recensaient à peu près 1341 attaques en 2016 sur les hôpitaux, et c'était passé à 32 000 attaques. Et moi, je peux vous dire, je suis le conseil d'une compagnie d'assurance pour les cliniques de radiologie, etc. J'ai à peu près 6 attaques par mois. Hein. On intervient dans 6 attaques par mois. Donc il y a des demandes de rançon, il y a vraiment des points importants, et il faut savoir également qu'un dossier médical d'une personne sur le dark web, ça s'achète entre 20 et 30 euros. Donc
Bon, voilà, il faut le savoir. Et on sait qu'il y a eu des attaques, en fait, parce que sur le dark web, on va trouver les dossiers médicaux des personnes. Alors, c'est aussi très important parce qu'avec les élections, là, on est en train de le travailler, votre maire, les candidats, etc. Si jamais il va à l'hôpital, il y a des tentatives pour savoir quelles sont les maladies, les secrets médicaux, mais on essaye de savoir. Ou même si jamais la société est cotée en bourse et qu'il y a quelqu'un qui va se faire opérer de la prostate, etc. Je sais que le patron de Free a eu des frissons, notamment parce que des pirates étaient allés sur l'hôpital américain. Donc il y a plein de choses, si vous voulez, sur lesquelles il faut être extrêmement vigilant. Alors d'autant plus que lorsqu'on parle de données de santé, tous ceux qui veulent être derrière ça dans ce type d'application, eh bien, ils doivent respecter des principes de sécurité. Alors je les rappelle au niveau des données, c'est considéré d'abord comme étant un principe essentiel. L'article 5F met en place et impose à toute personne qui est dans le domaine de la santé, qui collecte des données, de mettre en place une sécurité appropriée. Alors vous voyez déjà d'entrée de jeu, il y a un véritable enjeu là-dessus. Que lorsque vous mettez en place des solutions en vertu du principe de privacy by design et by default, vous devez, dès la conception, avoir anticipé les conséquences que pourrait avoir cette solution sur le traitement que vous mettez en place. Vous devez respecter des mesures techniques et organisationnelles. On a fait, nous, des mises en conformité de plusieurs hôpitaux. Je peux vous dire, c'est quand même quelque chose de lourd et qui implique l'adhésion de tous. Et enfin, il y a ces cas de violation de failles de sécurité qui font l'objet de déclarations. Alors je rappelle que dans le domaine informatique, vous aviez 2 temps. Vous aviez une attaque à un système d'information et là, on avait une déclaration à faire dans les 24 heures auprès de l'ANSSI. Et si jamais, en plus, ça peut porter sur des traitements, dans les 72 heures qui suivent, on doit faire auprès de la CNIL. Et en même temps, porter plainte, parce que c'est important. Et puis, c'est une crise, je peux vous dire, c'est une crise qui est absolument incroyable. Voilà, donc les principes de privacy by design, alors je rappelle, c'est que même avec les données de santé, on doit mettre en place une minimisation des données. On doit, autant que peut se faire, les pseudonymiser ou les anonymiser. Là aussi, on peut utiliser des données dès lors qu'elles sont à des fins statistiques et qu'elles sont anonymes. Là, il y a un vrai marché autour de ça. Tous ceux qui sont intéressés par les données de santé, mais qui ne voudraient pas avoir les inconvénients de toutes les garanties qu'il faut mettre en place, vous pouvez avoir sur ces résultats, départements, villes, etc. En statistique, ça peut être très important. Il y a de beaux enjeux à mener. Et vous pouvez aussi utiliser, et on est spécialisé sur ces questions, avec les questions d'open data. On n'y pense pas assez, mais il y a des obligations qui sont prévues là-dessus. La réalisation d'études d'impact, des audits de sécurité et des référentiels de sécurité. Alors, par rapport également, dans le domaine de la santé, et comme on parlait en fait de l'e-santé, c'est un marché qui est colossal en matière de cybersécurité, de cyber-risque. Et là, vous devez bien entendu prévenir et agir. Et c'est un point qui est important. Tout établissement de santé vous devez faire un audit des assurances qui sont là et pour voir ce que ça couvre. Et vous allez voir des surprises. Hein. Vous allez voir, il y a de très, très grosses surprises. Voilà ce que je voulais dire sur la question de l'e-santé aujourd'hui. Mais ça ne s'arrête pas là. Et voyons ce que c'est, ce qu'on nous prévoit pour la santé, de l'e-santé pour demain. Et quelles sont les perspectives juridiques. Et donc, on va passer dans un premier temps de l'homme, j'allais dire réparé, qui était en fait cette lutte contre la douleur, à un homme augmenté. Et vous allez voir les questions qui, juridiquement, sont posées, qui sont relativement intéressantes. Alors, voyons tout d'abord la question de l'homme réparé, qui est un vœu de tous, c'est-à-dire qu'il faut lutter contre le handicap, il faut améliorer notre sort. Et il y a tout un courant américain qu'on appelle le courant de la singularité qui nous dit qu'il n'est pas normal que nous ne puissions pas nous améliorer, car notre histoire, ça n'a été qu'une histoire d'amélioration. Depuis qu'on a inventé la roue, c'était pour aller plus vite. Les lunettes, nous sommes tous avec nos prothèses, on porte des lunettes, c'est pour mieux voir. Et donc finalement, on a toujours voulu s'augmenter. Pourquoi aujourd'hui, on devrait subir le sort de notre corps qui ne répond pas, alors que grâce à l'informatique, on peut aller au-delà. Et donc ça, c'est un premier point. Et regardez, ce point, il n'est pas si évident. Pourquoi je vais améliorer la vie,
alors qu'on ne peut pas encore choisir si je meurs ou pas. Enfin, vous avez vu, l'histoire de Lambert, c'était quand même une question juridique. Quand est-ce que je meurs? Qui décide? Est-ce que j'ai le droit? Il y a un vrai problème aujourd'hui. Alors imaginez, sur les autres questions, de la réparation, vous voyez un peu tous les enjeux qu'il y a. Alors, la guérison ou la suppression de l'handicap, c'est un droit là-dessus. Il y a des avancées médicales, chirurgicales, mais c'est généralement lié à la thérapie, à la chirurgie. Et donc, on va pouvoir mettre en place des prothèses. Alors vous verrez après la question, parce que si jamais demain on doit s'augmenter, si jamais demain on doit mettre des prothèses, que se passe-t-il si je ne paye pas le prix d'une prothèse qui s'augmente grâce à l'intelligence artificielle? Et est-ce qu'on pourra saisir ma prothèse parce que j'ai un impayé? Alors vous allez voir, c'est une question qui a été déjà posée, avec notamment lorsqu'on vous met un dentier. Je vous donnerai la réponse tout à l'heure. Et puis vous avez la question de cet homme augmenté. Là aussi, est-ce qu'on va pouvoir accepter de rester des hommes diminués alors que d'autres pays, la Chine par exemple, mais aussi l'Angleterre, sont en train d'essayer d'augmenter l'homme. La Corée met dans la tête des enfants des capsules qui permettent de savoir, d'augmenter les capacités de savoir. Et qu'est-ce qui va-t-il se passer demain quand nos enfants vont être en compétition avec d'autres qui seront dopés à l'intelligence artificielle? C'est ce que Laurent Alexandre dit. Est-ce que nous allons devenir les chimpanzés du XXIe siècle? Parce que nous, on a des contraintes bioéthiques et que, bon, voilà. Moi, je vais vous dire une chose. Il sort là maintenant sur le marché. Vous pouvez l'acheter pour 390 €, ces petits appareils que vous mettez et qui vous permettent de parler 182 langues. Franchement, pourquoi s'en priver? Et à quoi ça sert d'apprendre des langues, hein? Vous voyez, il y a toute une série d'enjeux derrière ça. Donc, les nanotechnologies, là aussi, vous savez que le plus grand concurrent de L'Oréal, ce n'est pas une société qui est dans le domaine du cosmétique, c'est Google. Google, avec aujourd'hui ses possibilités de travailler dans les nanotechnologies. À quoi ça sert de mettre une crème en peau issue du collagène de vache, alors qu'avec les nanotechnologies, on pourra travailler de l'intérieur. Donc il y a toute une série d'enjeux qui sont importants, les biotechnologies, l'informatique, les sciences cognitives, et bien entendu tout ce système de greffes qui sont dans l'os, connectés à nos nerfs. Et donc là, il y a tout un enjeu important, un problème aussi de décalage, car qui peut se le payer, hein? Là aussi, il y a un vrai enjeu d'égalité autour de ça. Autre chose qui est important dans cette perspective de demain, et on l'a vu tout à l'heure avec la télémédecine, où entre le médecin et le patient arrivait le prestataire technique, c'est que dans la relation patient-médecin, on découvre maintenant, qui était basée sur la thérapie, eh bien on a aujourd'hui clients et praticiens avec des demandes d'amélioration, et on est un peu comme dans la chirurgie esthétique. Et là aussi, il y a un problème. Qui c'est qui va rembourser? Parce que finalement, m'augmenter, c'est plus thérapeutique, c'est esthétique. C'est un choix, vous voyez. Et pourquoi la collectivité paierait sur ce choix? Ou alors, est-ce que ça doit être fait pour tous? Vous voyez, il y a des vraies questions qui sont importantes. Alors, ça me permet de voir avec vous la question de la prothèse, du dentier. Finalement, est-ce que le type qui ne paie pas son dentiste ou son prothésiste, on peut lui faire une saisie de la prothèse? Moi, j'ai eu cette affaire-là, dès quand j'ai commencé à être en étant jeune avocat. J'avais un dentiste qui est venu me voir en disant, ben voilà, j'ai une cantatrice, elle doit aller demain à Aix-en-Provence chanter. Mais bon, une cantatrice, elle n'a pas de dents, c'est quand même pas très bien. Et elle ne m'a pas payé, est-ce que je peux saisir, tant qu'elle ne m'a pas payé, je fais un droit de rétention sur son dentier. Alors là, il y avait un avantage, c'est qu'il était hors de sa bouche. Mais quand il est dans sa bouche, eh bien, on est dans des choses ce qu'on appelle hors commerce. Et c'est lié à la personne, et donc il ne peut pas y avoir de rétention. Mais ça pose un vrai problème qui est très intéressant. C'est demain, avec tous ces outils qu'on va nous mettre qui vont nous coûter très cher, il y aura un système d'abonnement, de paiement. Et si jamais il y a un impayé, comment ça va se passer? Donc, vous voyez, il faut y penser. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont en train d'y penser. Donc voilà le point sur ça. Donc ça nous permet de faire le deuxième passage de cet homme augmenté à cet homme amélioré. Et ça, c'est le vrai enjeu. Vous savez qu'il y a 3 fléaux sur lesquels maintenant on nous dit qu'il n'y a pas de fatalité. La naissance, la douleur, la mort. Et donc aujourd'hui, on a tout un courant. Donc je fais au mois de novembre, enfin fin novembre, début janvier, un procès sur le crédit social, puisqu'en Chine, depuis 2014, on peut noter les individus. Qu'en Angleterre, c'est en train de se faire.
ces questions-là, de savoir quels sont les droits, et qu'est-ce qui se passe sur nous, et jusqu'où on peut aller, parce que c'est des vraies questions. Alors, voyons un peu sur l'homme amélioré. Je vous ai mis un de ces parties, c'est Kurzweil qui le dit. « Nous envisageons désormais la possibilité que l'être humain puisse subir des modifications, telles qu'elles sont son rajeunissement, l'accroissement de son intelligence par des moyens technologiques ou artificiels, la capacité de moduler son propre état physiologique, l'abolition de la souffrance, l'exploration de l'univers. » Alors c'est vrai que tout à l'heure on était dans l'infodrisme, on va tout détruire. C'est vrai que si on veut se sauver, il va falloir aller dans l'espace, et si on va dans l'espace aujourd'hui, on ne peut pas survivre. Donc il faut qu'on s'améliore. Donc là, il y a une question de vie et de mort. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose, aujourd'hui, l'état de la médecine pourrait permettre à des personnes de 60 ans de pouvoir en paraître 30. Ils ont découvert aujourd'hui des solutions, mais le coût est très important, mais c'est déjà en place. Et on nous dit également qu'aujourd'hui, des gens de 60 ans pourraient vivre 1000 ans. Donc il y a des possibilités aujourd'hui. Alors, elle est réservée. Je dois vous dire une chose, il faut que vous le sachiez, c'est que les gens de la Silicon Valley, ils ont un problème, c'est qu'ils ont peur de mourir et ils sont tous malades. Steve Jobs est mort d'un problème de pancréas. Les patrons de Google, ils ont des maladies, si vous voulez, incurables. Donc il y a aujourd'hui ce problème, il faut trouver des solutions. Et ça, c'est avec la solution de dire pourquoi on ne pourrait pas télécharger notre cerveau dans un ordinateur. Et donc c'est sa fameuse idée de récupérer nos têtes. Mais attendez, vous allez dire, il est débile ce garçon, peut-être, mais il y a tout un courant autour de ça. Allez voir, on n'est pas loin. Alors, c'est peut-être pas tout de suite, mais on n'en est pas loin. Alors, je ne sais pas si ça va marcher, mais on n'en est pas loin. Et tous les efforts sont faits autour de ça. J'ai écrit un bouquin de science-fiction, notamment sur la reproduction dans l'espace. Et en faisant mes recherches, je me rendais compte que l'homme ne peut pas copuler dans l'espace. L'homme, mécaniquement, ne peut pas avoir d'érection parce qu'il est en apesanteur. Et donc, il va falloir bien trouver des possibilités si on veut faire des voyages qui durent plusieurs générations. Donc vous voyez, il y a de vrais enjeux derrière ça. Bon, voilà. Donc il y a tout ce courant qui est derrière ça. Vous avez des apôtres. On a Laurent Alexandre qui était venu l'année dernière. Vous avez Luc Ferry et qui vous disent attention. Et en même temps, ils ont un point, c'est que nous, on a plein de règles éthiques. Alors on est des fabricants de lois, mais il y a d'autres pays qui s'en fichent. Il y a des pays qui s'en fichent. Et donc la Chine, par exemple, elle est en train, elle, d'avancer. Les Anglais aussi. Et finalement, est-ce qu'on ne va pas avoir un décalage? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on est pris par l'éthique, on dit, bon, mais il y a de vraies questions. Et la société, je suis très surpris, on ne pose pas ces questions. Il faudrait vous dire, est-ce que vous avez envie de vivre 1000 ans, monsieur? Plus pas sûr. Il faudrait en discuter. Est-ce qu'on doit laisser ça à des sociétés qui, en fait, piquent nos données, sont en train de les réaliser, et que pour eux? Parce que c'est ça l'objectif. Deuxième point autour de ça, vous avez ces questions de la création de super-individus qui sont des cyborgs. Alors on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Et vous avez eu des cas de sportifs. Et donc là aussi, à la fin du XXe siècle, notre époque, une époque mythique, nous sommes tous des chimères, des hybrides, des machines. Alors on l'est déjà un peu. Regardez tous ceux qui portent des lunettes. Déjà, on est augmenté. Mais bon, on est avec des lunettes. Mais pourquoi demain, on ne pourrait pas s'améliorer, hein? Et en même temps, si on s'améliore, pourquoi il n'y aurait pas des gens qui pourraient nous hacker et qui pourraient nous pirater, prendre notre contrôle? Enfin, vous imaginez où on peut aller? Je ne suis pas dans la science-fiction. C'est en train de se passer. Alors, je vous rappelle, parce que c'était très intéressant avec les Nations Unies, dans le rapport Ashley-Fox sur la politique industrielle européenne globale sur l'intelligence artificielle et robotique, en fait, il y a ce point qui est très important. Considérant que l'introduction, alors je vous ai pris, c'est un des considérants, il y a plus de 500 pages, mais c'est un considérant, considérant que l'introduction de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, en particulier, doit toujours respecter le principe de responsabilité selon lequel l'humain contrôle la machine. Et donc c'est ça le problème. Mais on a un souci, c'est qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et ces machines qui auto-apprennent, eh bien, à partir de quand on a toujours le contrôle sur la machine? Et en même temps, la machine dans le domaine de la santé, on travaille à l'heure actuelle sur les radiologues. Vous savez que d'ici 5 ans, la question de la radiologie va se poser parce que les machines sont plus fiables. Il y a des opérations aujourd'hui, une précision que peut avoir en fait les technologies et la robotique qui est incroyable.
Donc voilà, on dira c'est toujours à la fin, c'est l'homme, mais de moins en moins. Donc ça, c'est aussi une vraie question. Je vous invite à regarder une série qui est la continuation de Real Human, que vous avez, qui est une série russe qui s'appelle Better Than Us. Vous pourrez voir, avec tout ce problème, où à un moment donné, le robot, il commence à avoir des émotions. Et j'ai été très surpris. Je suis venu avec un bouquin qui s'appelle, je le lisais dans le train en venant, qui s'appelle Vie 3.0, où en fait ce fameux chercheur dit la vie commence à partir du moment où on commence à avoir des émotions. Hein? Et donc on est en train de quitter l'IA, qui est une sorte de zombie sans conscience, avec quelque chose qui pourrait en avoir une, donc, et qui pourrait être vivant. Enfin, parce que qu'est-ce que c'est que le vivant? J'avais l'impression de dire que qu'est-ce que c'est que le vivant? Et je vous rappelle également qu'on a considéré que les animaux étaient des êtres sensibles, que les océans pouvaient avoir des personnalités juridiques. Donc vous voyez un petit peu tout ce qui est en train de naître autour de ça. Alors continuons sur l'e-santé. C'est un problème aussi, c'est que plus on va pouvoir nous contrôler, on a une sorte de Big Brother médico-génétique, hein, et ça c'est un vrai enjeu, puisqu'on a de grands nombres de données. On fait le crédit social pour votre comportement. J'allais dire, vous savez, en Chine, si jamais vous n'avez pas payé vos factures, vous avez une sonnerie. Quand votre téléphone sonne, il y a une sonnerie qui est, j'allais dire, vexatoire. Mais imaginez demain avec les gènes. Hein, donc je vous rappelle Galactica. Hein, bienvenue à Galactica, ce fameux film. Donc qui c'est qui va se mettre en place la surveillance? Quels sont les destinataires des données? Que peut-il se passer en cas de piratage? Quelles sont les finalités? Vous voyez que également on passe sur un autre problème qui est une sorte de médecine à deux vitesses. Là aussi, il faut le meilleur état de santé qu'on doit être capable d'atteindre. Ça, c'est une prérogative et c'est un droit fondamental. Nous avons le droit à avoir tous la possibilité d'un droit à avoir la meilleure santé, mais également, il y a une fracture numérique derrière ça. Et puis, il y a cette question des accès publics à la santé. Puis, regardez un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, où on a des grèves dans le domaine de la santé, où les gens, à un moment donné, on ne se donne plus les moyens de pouvoir assurer, en fait, une santé pour tous. Et je pense qu'il y aurait un recours qui serait là sur l'état de santé la meilleure possible. Ça pose de vrais problèmes. Il y aurait une question à poser au niveau constitutionnel. Autre chose aussi, pour vous montrer le problème qu'il y a chaque fois qu'on veut améliorer, qui est souvent peu développé, mais je pense sur lequel nous on travaille à l'heure actuelle, ce qui est la question de la dignité humaine. Je veux m'augmenter. Est-ce que je peux le faire librement? Alors regardez. Le droit, dans notre article 16.1 du Code civil, nous dit « Chacun a le droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Si le corps humain est inviolable, est-ce que je peux me faire installer une prothèse ?» Donc alors on va le faire parce qu'il y a un état de santé, mais est-ce que pour une amélioration, est-ce que c'est possible? Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent pas faire l'objet d'un droit patrimonial. Donc c'est hors commerce. Donc vous voyez là-dessus, c'est un premier point, c'est que va-t-il se passer? Mais moi j'ai eu des cas qui m'ont été posés, de gens qui me disaient, voilà, mon défunt mari, de père ou mère, etc., avait une prothèse, est-ce que je peux la récupérer? Alors quand elle a de la valeur, c'est vrai que ça pourrait être important, mais si jamais je le fais incinérer, on peut vous demander, les municipalités pourraient vous demander un droit pour la destruction de déchets. Alors qui paie? Vous voyez, c'est une question que j'ai eu à résoudre. Autre problème sur les théories eugénistes, mais ça c'est aussi extraordinaire, l'article 16.4 du Code civil nous dit « Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite. » Mais à partir du moment où je suis différent de l'autre, je procède à une sélection, même si je suis volontaire. Comment on fait? Donc vous voyez là, il y a des freins aujourd'hui dans nos textes qui font que c'est très compliqué. Autre point, je vous l'ai mis également sur le respect de l'intégrité physique. Il ne peut pas être porté à l'atteinte de l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique de la personne. C'est ce qui fait que l'on a eu aujourd'hui la condamnation de l'excision et qu'aujourd'hui on demande si finalement la circoncision, ça ne serait pas un problème d'automutilation. Vous voyez, derrière tous ces textes, il y a des vrais enjeux sur lesquels il n'y a pas de débat public. Donc on peut aujourd'hui se poser la question de savoir, est-ce que je serai libre demain de décider de m'augmenter? Et si je suis augmenté, est-ce que ça peut être pris en charge ou pas par la sécurité sociale? Et pourquoi ça serait pris en charge?
Est-ce que c'est cosmétique? Est-ce que c'est esthétique? Est-ce que c'est thérapeutique? À partir de quand on glisse du cas du thérapeutique pour quelque chose qui est cosmétique? Vous voyez, il y a des enjeux qui sont passionnants. Ça me permet de vous montrer sur cette humanité qui pourrait être intégrée dans la machine, avec toutes les questions que l'on pose, les questions aussi de cette imagerie cérébrale et ce qui est en train de se passer. Alors je pense que ça arrivera à la fin du siècle, mais on n'est pas loin. C'est quand à un moment donné, la machine aura ce que l'on appelle la conscience, une conscience. Et on n'y est pas encore, mais c'est ce qu'on appelle la super-intelligence. Alors je vous invite, il y a plein de bouquins autour de ça, c'est assez remarquable. Je suis dans les temps ou 5 minutes? J'ai presque fini. Allez, je vais terminer. Il faut que je termine après avec l'immortalité. Mais la fin des maladies, donc là aussi, il y a une promesse qui est extraordinaire, c'est que finalement, on se rend compte que la médecine de demain, c'est plus combattre, comme au XXe siècle, la douleur, mais c'est surtout nous dire qu'il n'y a plus de maladies. C'est la fin des maladies, qui est un état de notre corps qui est trop usé et qui n'a pas été remplacé. On est en train de réfléchir à des possibilités. C'est que l'homme de demain, à partir de 2060, il n'y aura plus d'épargne, mais toute sa vie, en fait, on va, si vous voulez, épargner pour payer tous les 10 ans une régénération de nos corps, pour en fait être, pour être rajeuni. Donc là aussi, avec des cellules, il y a toute une série de points. Donc je vous estime, c'est un marché qui est colossal, puisqu'il est prévu pour 2020 à 331 milliards de dollars. Et donc, vous comprenez que ça intéresse beaucoup de monde. Et si on vous dit, tu ne vas plus vieillir, on va te rajeunir, et ça ne va pas être compliqué, et tout le monde dit oui. Si vous les prenez vraiment, à part ceux qui sont vraiment... En même temps, on est contre le problème grec, qui était de dire l'homme, sa vie, c'est apprendre à mourir. Donc là, aujourd'hui, et je vais terminer avec ça, eh bien, c'est finalement cette promesse de l'e-santé, c'est en fait l'immortalité. C'est en fait cette lutte contre c'est arriver au complexe de Mathusalem, c'est de dire que grâce aujourd'hui au NBIC, c'est-à-dire aux nanotechnologies, à la biologie, l'informatique et la communication, eh bien on pourra, si vous voulez, vivre, on pourra décider le jour où on n'a plus envie de vivre. En fait, c'est ça, et on pourra éternellement, on pourra se régénérer. Et donc ça, c'est le grand pari qui est derrière tout ça. Voilà, est-ce que on ne veut pas rivaliser avec Dieu? En tout cas, c'est un vrai problème. Je voulais montrer que cette quête, elle est faite aujourd'hui avec une société qui s'appelle Calico. Allez voir, allez sur Internet, regardez, vous verrez un petit peu tous ces points. C'est tuer la mort. Vous savez, c'est Laurent Alexandre, il avait écrit un bouquin qui s'appelle La mort de la mort. Donc vous voyez... je voudrais remercier Jean-Louis de m'avoir invité, d'avoir voulu avec vous parler de l'e-santé. Bon, c'est vrai, on a vu qu'aujourd'hui, on est dans une réalité. On peut faire de la téléconsultation, mais au-delà, le numérique peut nous permettre de nous améliorer ou de jouer, si vous voulez, avec, de devenir des apprentis sorciers. Alors moi, je pense que je suis toujours optimiste. Et je pense qu'on a de grandes chances. Dans un cadre, il faut aller à l'avant. De toute façon, je pense aussi que la France, avec toutes les possibilités que l'on a, on doit être sur le marché de l'e-santé. Donc voilà, on a des outils. Il ne faut pas qu'il y ait trop de contraintes. Et puis, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Gérard. Tu es en train de nous dire que la science-fiction est toujours une source... non pas d'information, mais d'inspiration pour l'homme. Lorsque je regarde un vieux Star Trek, je vois le professeur Spock qui est en train de taper sur une tablette qui, à l'époque, on imaginait n'existerait jamais, et pourtant on a tous un iPad, voire maintenant un smartphone dans notre poche. Tu es en train de nous dire que Terminator, peut-être, c'est déjà aujourd'hui. Terminator, il existe déjà. Vous avez vu, ils se sont élevés en disant qu'il ne fallait pas que les robots deviennent des machines de guerre. Donc ça, c'est un vrai problème. Et ça, c'est un vrai enjeu. Mais on a des drones, enfin, il y a plein de choses. On prend aussi des télécommandes. Donc tu as raison. Mais oui, il y a plein de choses aujourd'hui qui pourraient se passer et plein de choses aussi qui se passent. Parce qu'on ne sait pas tout. Hein. Les clonages, l'augmentation, il y a plein de projets qui sont autour de ça. Merci encore à toi pour cette belle conférence. On a une conférence sur comment se libérer du mobile qui est animée par Corben à 16h30. Donc on aura malheureusement très peu de temps pour les questions. Mais si vous avez une question posée à Gérard. Pas de questions ?
Alors, je sais que Gérard est quelqu'un qui est des plus faciles à aborder et des plus proches à aborder. Et je vous invite à ce moment-là à poser des questions directes à Gérard Haas juste après la conférence. Et puis sinon, sur mon site, on fait régulièrement des mises à jour. Juste pour vous dire, je vais intervenir avec, c'est pour vous raconter un peu l'histoire, elle est assez marrante. Avec le journal Le Point, on fait un procès où on est en 2000 je sais pas, 46. Et en fait, les parents ont la possibilité pour leurs enfants qu'ils soient augmentés et pour faire des Jeux olympiques et être vraiment des vraies compétitions. Et il y a des parents qui ont refusé de le faire. Et il y a un enfant qui décide de dire que ses parents lui ont fait une perte de chance et il engage un procès là-dessus. Bon, c'est pour vous montrer qu'il y a plein de choses qui sont possibles autour de ça. Voilà. Et j'adore les projections dans le futur de Gérard Haas. Comme tu l'as dit, j'ai eu la chance de participer à tes côtés au procès de l'intelligence artificielle où on devait se projeter en 2041. Là, c'est 2046. Sur la voiture autonome, il y a un charmant livre, Yves Rocher-Dallos, qui reprend ce procès. Et je vous invite à le consulter. C'est assez surprenant, en tout cas, de se dire, tiens, 2041, il n'y a que des voitures autonomes. Il y a un accident. Qui est responsable ? Est-ce que c'est la personne qui est dans la voiture ? Est-ce que c'est le constructeur de la voiture ? Est-ce que c'est le développeur de la voiture ? Et sur ces sujets que... La mort de l'intelligence artificielle, hein, je crois, dans le... Oui. J'ai voté pour la mort de l'intelligence artificielle, mais il ne fallait pas dire la fin, Gérard. Merci à vous, et je vous demande encore une fois d'applaudir Gérard Haas.